commencer. Alors, comment ça va se structurer? C'est tout simple. Nicolas va faire une présentation générale sur l'intelligence artificielle, un peu d'histoire, etc. Parler de différentes classes d'algorithmes. Et puis après, dans un deuxième temps, on va faire une petite pause. Et après, dans un deuxième temps, on va faire des activités sous forme d'ateliers, des petites choses qu'on vous demandera de faire. Voilà, en gros, comment ça va se passer. Et c'est vrai que la plus grande partie du temps va être occupée par des ateliers. Des questions quand ils veulent. Pendant la projection ou à la fin, qu'est-ce que tu... Vraiment, c'est comme... Quand vous voulez. Comme vous voulez. Donc là, l'idée, c'est de vous parler. J'ai marqué, c'est une brève histoire de l'IA pour vous présenter un peu l'historique. Et vraiment, c'est dans en deuxième partie qu'on verra quelques algos, parce que alors, on n'aura pas le temps de tout faire. L'idée, c'est que c'est vous qui allez bosser pour bien comprendre comment ça marche. Et j'espère que ça va marcher. En plus, on a des super numéros, donc il faut absolument rester. Et donc là, voilà, la première partie, je vais beaucoup parler, mais en tout cas, n'hésitez pas à m'interrompre pour poser des questions. Vous pouvez le faire soit pendant que je parle, soit à la fin, c'est comme vous voulez. Donc là, l'idée, c'est qu'on a à peu près 3/4 d'heure pour que je vous raconte ça, et ensuite, on a dû manger. Ouais. Après, vous pouvez partir si vous voulez, vous aurez eu mal à manger. Voilà, donc ça, c'est une brève histoire de l'intelligence artificielle. Alors, le titre, forcément, c'est une référence à Stephen Hawking qui nous a quittés il y a quelques temps, donc il avait écrit une brève histoire du temps. Et alors avant sa mort, il avait l'habitude malheureusement de dire un peu des conneries un peu beaucoup sur l'IA, sur pas mal de choses, donc je vais vous en dire quelques mots. Donc, tout le monde en tout cas est familier à peu près aujourd'hui avec l'IA parce qu'on en parle à peu près partout. Tout le temps, et en fait ce que les gens se rendent peut-être pas bien compte, c'est que c'est vieux maintenant, donc ça a plus de 60 ans. Et historiquement, on date ça à une conférence qui s'est tenue à Dartmouth, donc aux États-Unis, en 56. Et c'est là où on va trouver tous les grands noms, les pères fondateurs de l'IA. Donc il y avait John McCarthy, Marvin Minsky, Claude Shannon et encore quelques autres. Et c'est John McCarthy qui avait trouvé le terme intelligence artificielle. Et en gros, dès le début, ce qu'ils ont dit, en gros, ce qu'ils voulaient faire, c'est construire des machines intelligentes, c'est-à-dire capables de surpasser l'homme. Alors c'était une volonté affichée, évidemment c'est un peu vague, parce qu'on a peu de moyens de vraiment caractériser ce qu'est l'intelligence, et donc en fait ils vont prendre des landmarks, en gros des projets à faire, et ils se disent si on y arrive, ça va être super. Donc notamment il y en a un qu'ils ont visé assez rapidement, c'était battre les humains aux échecs. Alors au début c'était arriver à battre un humain quelconque, amateur, et au fur et à mesure on va dire on va essayer de battre le champion du monde. Et ça paraissait vraiment le projet à faire, et ils pensaient que voilà, si on arrive à faire ça, en gros on aura réussi, on aura tout compris. Et en même temps, à cette époque, ils n'ont pas fait que les échecs quand même, parce qu'il y avait pas mal de monde, et surtout il y avait beaucoup d'argent qui tombait, parce qu'ils ont vendu ça à toutes les grandes agences qui pouvaient donner l'argent. Et là voilà, ça c'est quelques-uns des problèmes auxquels ils se sont attaqués. Et il y a aussi de grandes réussites. Donc, notamment, il y en a un qui s'appelle le théoricien logique, c'est Logic Theorist. Quelqu'un connaît alors donc ça, c'est un programme, c'est plus ou moins dire un système de dérivation. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont réussi à prouver des théorèmes de mathématiques en partant du Principia Mathematica de Whitehead et Russell. En gros, ils ont pris ça, les axiomes, et ils ont pu montrer comment on pouvait dériver des théorèmes de façon via la machine. Donc là, ça a été une grosse réussite, ça a eu un gros retentissement à l'époque, et ça a beaucoup marqué les gens. Dès cette époque, ils s'attaquent à la traduction automatique. Donc là, l'idée, c'est de dire, j'ai un texte en anglais, et je veux le traduire en français. Alors on commençait à avoir des trucs qui marchotaient, mais ça restait vraiment dans un cadre extrêmement limité, et on va dire ça marchotait. Donc je vous donnerai les liens après, mais aujourd'hui on a vraiment une espèce de révolution qui fait qu'aujourd'hui ça marche plutôt bien. On va aussi trouver les systèmes experts. Donc les systèmes experts, c'est les systèmes où on va en fait donner tout un tas de règles, et on va pouvoir, à partir de certains cas, dériver des diagnostics. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, si vous allez
si vous voulez détecter une maladie, votre médecin va vous poser quelques questions, et selon les questions qu'il va vous poser, il va affiner le diagnostic. Ce qu'on peut faire, c'est automatiser ça et le faire avec des systèmes experts. Donc on va remplir une base de données de règles, en fait, c'est pas une base de données, c'est des bases de règles, et à partir de ça, on va pouvoir dériver des diagnostics de façon automatique. Donc il y a eu vraiment cet âge d'or où ça a pas mal marché. Avec ça, il y a eu aussi l'apprentissage machine, donc ça je vais revenir par la suite. Là, l'idée, c'est de dire que plutôt que de spécifier entièrement le problème, je vais faire en sorte que la machine apprenne à trouver elle-même la solution. Alors, c'est dans un cadre qui est assez précis, ça va être dans un domaine aussi qui est assez précis, mais en tout cas, on va être capable de faire ça dès les années 60. Donc, par exemple, les premiers réseaux de neurones datent des années 60. Donc aujourd'hui, ça a plus de 50 ans. Et pourquoi il y a un renouveau aujourd'hui de ce qu'on appelle le deep learning? C'est essentiellement grâce aux capacités de calcul et à l'abondance des données. Et ce qu'ils font aussi, c'est reconnaissance vocale. Donc ça, c'est un problème extrêmement difficile, qui est toujours difficile à l'époque. C'est vous donner un signal audio et vous voulez savoir ce que les gens disent. Et ça, c'est quelque chose de très très compliqué. Donc là aussi, ils ont des premiers résultats, mais on va dire que ça n'allait pas trop loin. Et il y avait aussi la robotique. Donc ça vaut le coup d'aller voir les premières images des robots qu'ils avaient à l'époque. C'était, le premier robot s'appelait Shaké. Donc to shake, c'est trembler en anglais, parce que le robot était assez pourri, il était pas stable, et ils essayaient quand même de faire des choses avec, qui étaient relativement simples. Alors ça, par exemple, c'est un exemple de réalisation. Alors c'est une version moderne, mais c'est un programme qui s'appelle ELISA, qui date des années 70, et qui a été fait par Weizenbaum. Et ça peut être assez troublant, parce que voilà, ça c'est une discussion que j'ai eue, alors je l'ai fait il y a quelques années. L'adresse existe encore, mais maintenant il faut créer un compte et vous aurez accès à... Voilà, donc ça c'est un chatbot. Donc là, tant qu'à faire, comme je devais faire la présentation, je lui demande est-ce que tu peux me dire c'est quoi l'intelligence artificielle? Et donc là, vous voyez, il me donne une réponse qui est plutôt bien. Je lui demande est-ce que toi tu es une intelligence artificielle? Il me dit oui, j'en suis une. Quel âge as-tu? Donc, ce qui n'est pas forcément pertinent. Donc il est capable de répondre. J'ai été activé la première fois en 1995. Est-ce que tu connais HAL? Est-ce que tout le monde connaît HAL? Même les plus jeunes? Voilà, donc ça effectivement c'est l'intelligence artificielle qui est dans le film 2001. Pour la petite histoire, HAL c'est IBM décalé de 1 vers la gauche. Ouais. Voilà. Et j'ai dit, après il y a même de l'humour, qu'est-ce que tu penses de HAL? C'est une histoire entre ordinateurs, tu pourrais pas comprendre. Est-ce que tu te sens humain en tant que robot? Je n'ai pas d'émotion humaine. Donc ça c'est assez... ça marche plutôt pas mal. Non? C'est impressionnant. Vous demandez pourquoi est-ce que c'est pas partout dans la nature. Je vais y revenir, mais il y a quand même une supercherie derrière. Alors ce qui s'est passé au tout début de l'IA, entre 56 et à peu près fin des années 80, c'est qu'évidemment ils ont eu beaucoup de résultats. Donc la plupart sont aujourd'hui intégrés dans plein d'applications, alors que ce soit les ordinateurs, que ce soit les smartphones. Tout un tas de techniques se retrouvent d'ores et déjà dans vos ordinateurs. Mais évidemment, comme ça a été intégré, on ne parle plus trop d'IA, mais on dit juste que ça permet de résoudre certains problèmes. Le problème qu'ils ont eu, c'est qu'à la base, ils avaient quand même vendu on va expliquer l'intelligence et on va être plus intelligent que l'humain. Et en gros, les financeurs, donc c'était la NSF, la NASA, en gros, il y a un moment, ils ont dit bon, d'accord, il y a des résultats, mais le truc, il est où? Et ils disent ouais, mais en fait, non, ça marche pas. Ils disent ok, bon, plus d'argent. Donc c'est ce qu'on a appelé le premier hiver de l'IA. Et vraiment, les crédits ont été coupés. Donc ça a mis quand même un coup d'arrêt à pas mal de recherches. Les chercheurs ont quand même continué un petit peu, mais ça a bien arrêté tout ce courant. Ça a repris petit à petit parce que de nouveau il y a eu des nouveaux résultats, notamment en termes de systèmes experts. Donc là on est plutôt autour des années 90. Ils avaient de nouveau des systèmes performants, mais ils n'ont pas pu s'empêcher d'aller survendre un peu les choses.
Et de nouveau, en gros, les financeurs ont dit bon, bah, là, on va arrêter. Et donc, depuis, ça va mieux, merci. Alors, c'est pas si nouveau que ça. Ça doit faire, je pense, moins d'une dizaine d'années où intelligence artificielle, en gros, c'est plus un gros mot. Donc, si vous retournez 15 ans en arrière, les chercheurs ne disaient pas forcément je suis chercheur en intelligence artificielle. Bonjour. Et donc aujourd'hui, si vous voulez des sous pour un projet, vous avez tout intérêt à mettre intelligence artificielle, même si vous faites carrément autre chose, en tout cas, ça va marcher. Donc si vous mettez blockchain, intelligence artificielle plus big data, peut-être que vous aurez des sous. Donc voilà, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on met intelligence artificielle à toutes les sauces, même là où il n'y en a pas. Donc évidemment, le risque, peut-être à long terme, c'est que à un moment, les gens se disent vous nous avez promis monts et merveilles et c'est pas forcément là. Alors, en même temps, on a vraiment des gros problèmes qui sont tombés aujourd'hui parce qu'on a fait des progrès, mais il faut quand même faire attention. Alors, les résultats, quelques résultats qu'on a aujourd'hui, c'est on a des algos qui commencent vraiment à bien fonctionner. Il y a Facebook qui avait fait Deepface. Bon, je ne sais pas si vous connaissez, mais en gros, c'est son algo de reconnaissance automatique des visages. Tout le monde savait que Facebook faisait la reconnaissance automatique des visages. Tout le monde sait pourquoi il fait ça. Pour récolter des données, évidemment. Bon, ce qu'il fait, c'est qu'en fait, il scanne toutes les photos que vous uploadez sur Facebook, il va les scanner, et il va pouvoir reconnaître tous vos amis, en leur mettant un nom. Alors pourquoi il va les reconnaître? Parce que quand vous êtes ami avec quelqu'un, que peut-être vous-même vous avez tagué la photo, vous avez dit « Ah, mais lui, c'est un tel », Facebook va prendre cette information, va le reconnaître dans toutes les photos, et elle va vous dire bah, « Un tel, il est là, 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 là. » D'accord? Donc ça, alors ça peut, il y a un petit côté pratique, il y a un petit côté un peu dangereux. Donc par exemple, ce qu'ils ont fait aujourd'hui, c'est en Chine. Il y a un journaliste qui a été en Chine, qui s'est mis dans je ne sais plus quelle ville, qui a appelé la police, enfin la police était au courant, qui a dit « Bonjour la police, oui, est-ce que vous pouvez me dire où est-ce que je suis ?» Et ils ne se sont pas servis du téléphone. Comment ils ont fait pour le retrouver? Ils l'ont retrouvé en un quart d'heure. C'est que quand vous rentrez en Chine, on va scanner votre photo, et comme ils ont des caméras partout et qu'il y a des algos qui tournent derrière, on peut vous localiser n'importe où en Chine en moins d'un quart d'heure. Enfin n'importe où, là où il y a des caméras. Donc voilà, ça c'est les choses qu'on peut faire d'ores et déjà aujourd'hui, en tout cas en Chine. Ce que Facebook fait, en tout cas sur les photos. Alors en Europe, je crois que ça a été interdit par l'Europe pour dire vous pouvez pas taguer vous pouvez pas les reconnaître de façon automatique. Un autre résultat dont vous avez peut-être entendu parler, c'est Watson. C'est une intelligence artificielle qui a été mise au point par IBM et notamment qui est devenu champion du monde de Jeopardy. Tout le monde voit ce que c'est le Jeopardy? Non. Alors Jeopardy, en gros, on vous donne la réponse et il faut trouver la question. Il y a des compétitions aux États-Unis essentiellement, je crois, où il y a vraiment des champions du monde, et enfin il y a tout un tas de règles. Et le champion du monde aujourd'hui, c'est Watson. Alors comment ça fonctionne? En fait, c'est un mix de plusieurs techniques, mais le cœur, le cœur de Watson, c'est il a accès à Wikipédia. Donc vous avez tout Wikipédia pour répondre à n'importe quelle question. Et là où il vous faut peut-être, je sais pas, 20 minutes pour lire une seule page, lui il lui faut peut-être 10 secondes pour lire tout Wikipédia et trouver le... En gros c'est ça, c'est vraiment la puissance brute, on peut aller chercher les informations. Donc tout ce qu'il faut faire c'est, on va dire, parser un peu Wikipédia, mais c'est déjà plus ou moins parsé. Donc après il suffit juste d'aller chercher la bonne réponse. Donc ça marche plutôt bien. Traduction automatique, là aussi maintenant ça marche excessivement bien, parce que en fait ils ont abandonné les vieilles techniques qu'ils utilisaient jusqu'aux années 2010 à peu près. Avant, ils avaient tout un tas de règles pour dire alors une phrase c'est fait que sujet, verbe, complément, enfin toute la connaissance qu'on pouvait mettre, ils la mettaient dans leur moteur en essayant de traduire comme il faut. Ça marchotait, on va dire. Et puis il y a des gens, notamment Google, qui sont arrivés, qui disent on va faire une table rase de tout ça, on va tout apprendre de façon brutale. C'est-à-dire, on dit rien, donc là pour le coup c'est du deep learning, parce qu'ils avaient une puissance de calcul énorme, et il fallait trouver des données, c'est-à-dire des textes déjà traduits. Et à votre avis, où est-ce qu'ils ont trouvé ça? Les bouquins. À l'ONU. Non. Alors pas l'ONU, au niveau de l'Europe. Parce qu'au niveau de l'Europe, tous les textes doivent être traduits dans toutes les langues.
Donc tous les textes de loi, tout ce que vous voulez, même les documentations, tout est traduit. Et ça, c'est mis à la disposition de tout le monde. Donc ils se sont emparés notamment de ça pour faire apprendre leurs algos. Le résultat, vous l'avez sur Google Translate. Donc il y a eu un changement, parce que moi j'utilise de temps en temps, c'était en décembre il y a 2 ans, où du jour au lendemain, on avait une traduction toute pourrie, et le lendemain, c'était... à un moment, j'ai mis un texte, et je dis, ah la vache, en gros, j'avais rien à corriger. Donc c'est impressionnant. Aujourd'hui, celui qui marche le mieux, c'est DeepL. Donc, vous avez un site, c'est deepl.org.com, je ne sais plus, qui peut en tout cas vous traduire un premier paragraphe, et il le fait vraiment, vraiment bien. Enfin en tout cas, moi, pour mon niveau d'anglais, je ne me sens pas de corriger son anglais, sauf sur vraiment des... Alors après, il y a toutes les subtilités de la langue où des fois il va faire des erreurs. Donc en linguistique, vous avez plein de... Par exemple, si vous... Enfin non, quand on l'écrit ça va, mais c'est la jeune fille court vêtue, c'est un exemple. Donc quand vous entendez la phrase, vous ne savez pas si c'est une jeune fille qui court et qui est vêtue ou qui est vêtue de façon courte. Donc pareil, dans la langue, il va y avoir plein d'ambiguïtés comme ça, mais on va dire pour la majorité des cas, ça va fonctionner. Les voitures sont presque autonomes. Alors le presque, on risque quand même de rester assez longtemps avec ce presque. Donc aujourd'hui, l'autonomie des voitures, ça se fait par niveau. Donc on va définir plusieurs niveaux d'autonomie. Et donc en gros, c'est 1, 2, 3, 4 et 5. Et je crois que 5, c'est le niveau complètement autonome. Et ça, c'est pas encore autorisé nulle part parce qu'il y a plein de problèmes qui sont pas résolus. Donc par exemple, vous avez les voitures Tesla. Donc, tout le monde connaît Tesla, c'est un constructeur aux États-Unis. Vous avez un mode, on va dire, pratiquement autonome, mais on vous demande de garder les mains sur le volant et de réagir s'il y a un problème. Et donc il y a déjà eu des accidents mortels, et en général ce qui s'est passé, c'est que la voiture était en mode semi-autonome, et donc dans un cas il était en train soit de lire un livre, soit de faire autre chose, et voilà, il est mort à cause de ça. Là, il y a encore quand même beaucoup de problèmes à résoudre. Donc on va dire sur autoroute, où c'est assez linéaire, ça se passe plutôt bien, parce qu'il n'y a pas trop de surprises. Là où ça pose des problèmes, c'est quand si vous êtes au rond-point de l'Étoile à Paris, pour s'engager dessus, en gros, vous n'êtes pas censé respecter le code de la route, sinon vous restez ad vitam aeternam, et des fois, il faut un petit peu forcer le passage, ce genre de choses. Évidemment, ça va être difficile à implémenter dans les voitures. Ou alors dans des pays, donc moi j'étais en Inde, où là on se dit une voiture autonome, là-dedans c'est pas possible, quoi. Il faut vraiment adapter le code, et tout ça c'est quand même des choses difficiles à faire. Par contre, en termes de, sur peut-être des voies dédiées où il n'y aurait que des voitures autonomes, là a priori ça peut fonctionner. Et de la même façon, d'ailleurs on parle beaucoup des voitures, mais par exemple aujourd'hui on sait piloter un avion entièrement de façon autonome. Donc on peut le faire décoller, on peut le faire atterrir, on peut le faire, la plupart du temps quand vous volez, c'est le pilote automatique qui prend tout en charge, on pourrait le faire atterrir de façon automatique de la même façon. Mais ça, je pense que c'est difficile à faire passer au niveau des passagers. On vous dit il n'y a pas de pilote, et ça pose un problème. L'autre problème, c'est tous les cas extrêmement rares, surprenants qui peuvent arriver, où si le programme ne sait pas gérer ça, il va être emmerdé. Donc il y a une chose qui s'est passée, c'était sur le Hudson River il y a quelques années, où le pilote a décollé et il a pris des oiseaux dans les 2 réacteurs. En gros, il s'est retrouvé sans rien, et il a atterri sur le Hudson River, quoi. Donc ça, c'est là où on est content d'avoir un humain pour faire ça, parce que c'est pas sûr que si c'est un programme, il est capable de faire cette manœuvre, c'est presque sûr qu'il ne la fera pas, mais qu'il ait la solution pour retourner à l'aéroport. Donc là, il y a vraiment beaucoup de problèmes techniques, éthiques à ce niveau-là. Parmi les derniers autres résultats, évidemment, vous voyez là où il y a la table, c'est tous ce qu'on appelle les jeux à somme nulle. Donc par exemple pour les dames, quelqu'un joue encore aux dames? Bon, moi j'ai joué quand j'étais petit. Bon, les dames, c'était résolu en 68. Alors résolu, en gros, les programmes battaient les humains sans problème. Depuis, il y a même une preuve mathématique comme quoi on ne peut pas gagner. Au mieux, si on joue parfaitement, on peut faire match nul.
Alors pourquoi c'est le premier qui est tombé? En fait, c'est ce qu'on appelle le facteur de branchement. C'est-à-dire, je vais vous le montrer après, mais lorsque vous jouez un coup, si juste vous jouez le coup pour vous, pour dire « Oh là, le coup est très bien pour moi », mais que vous ne pensez pas à ce que votre adversaire va jouer, et que vous ne pensez pas, une fois qu'il aura joué, qu'est-ce que moi je vais jouer derrière, en gros, comme ça, vous allez essayer de prévoir de plus en plus loin dans le futur. Donc si vous jouez à court terme, en gros, vous jouez avec un enfant de 3-4 ans qui n'a pas une vision hyper lointaine du futur, vous gagnez assez rapidement. Et les grands maîtres, eux, vont prévoir quand même beaucoup de coups à l'avance, c'est pour ça qu'en gros, ils vont vous battre. Donc ce facteur de branchement, pour les dames, il est relativement petit. Pour les échecs, ça a pris quand même beaucoup plus de temps. Alors c'est là aussi les chercheurs en IA se sont un peu emballés, parce que c'est dans les années 60, ils ont dit « Oh, dans 10 ans, on va battre le champion d'échecs ». Donc forcément, 30 ans après, ils y étaient encore, mais en tout cas, c'est arrivé. Donc c'est arrivé, vous vous rappelez, c'était Kasparov qui a été battu par, c'était l'ordinateur, c'était Deep Blue. Et donc là, vous pourrez reprendre les manchettes, l'IA est devenue super intelligente, est-ce qu'on va tous mourir, enfin voilà, tous les discours qu'on a eus. Donc pour le Go, il a fallu attendre 2016, on les a eus déjà au niveau des échecs, et a priori, il ne s'est rien passé de terrible. Ou alors vous êtes tous des robots et on m'a pas prévenu, mais voilà, pour vous dire, c'est quand même des choses qui arrivent de façon récurrente. Pour le Go, ça a surpris pas mal de monde, alors pas tant que l'ordinateur ait battu le champion. En gros, on savait que ça allait arriver parce qu'il y avait une nouvelle technique qui avait été mise au point, qu'on appelle la recherche dans un arbre avec Monte Carlo. En gros, c'est ça ce qu'il y a à la base, plus d'autres techniques. On savait que ça allait arriver, mais les gens du domaine situaient ça plutôt dans les 10-20 ans, quoi. Et là, Google c'est DeepMind qui a mis quand même pas mal de moyens et pas mal de chercheurs. Et effectivement, ils ont tombé le problème. Donc ça, en gros, on va dire, c'est réglé. Le poker, d'ailleurs, le poker, c'est tout pourri par rapport au truc. Alors, c'est pas tout pourri parce que, contrairement aux deux autres jeux, le poker, vous n'avez pas accès à toute l'information. Donc quand vous regardez par exemple un jeu d'échecs ou de Go, vous voyez le plateau et vous avez toutes les informations. Vous connaissez la position de votre adversaire, vous connaissez la vôtre, vous pouvez faire tous les calculs que vous voulez. Pour le poker, vous avez votre adversaire a les cartes en main et vous ne les voyez pas. Et ça pose quand même des difficultés. Et malgré tout, donc là c'est une IA qui s'appelle Libratus qui a réussi à battre les champions du monde. Alors elle a fait ça de façon soft. Elle n'a pas besoin de faire du bluff ou ce genre de choses, elle n'a pas ces notions de bluff, c'est vraiment de faire des stats sur plein de parties, et à la fin on y arrive. Aujourd'hui, un des défis, c'est de jouer à StarCraft. Tout le monde connaît StarCraft, ouais. Donc voilà, donc là, un des défis, c'est de faire jouer une IA et de gagner à StarCraft. Alors là, on a un problème, c'est que il faut faire des mouvements par seconde, et donc il faut forcément limiter le nombre de mouvements par seconde que peut faire une IA, et l'aligner sur les meilleurs joueurs. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, pour aller voir les champions du monde de StarCraft sont coréens, et le nombre de mouvements qu'ils font par seconde, c'est hallucinant. Donc ils voient, ça devient des machines automatiques, et ils gagnent, et c'est vraiment des matchs stratégiques assez serrés, et donc c'est une des choses que Google veut voir. Donc voilà, on a pas mal de... J'ai une question, oui. juste une petite question, parce que pourquoi ça s'appelle Deep est-ce qu'il y a une raison pour laquelle ça s'appelle Deep Blue et DeepMind échec Lego? Parce que DeepMind, j'imagine parce que c'était Deep Learning, comme tu disais, mais Ouais, alors le Deep Blue... Échec, c'était pas du Deep Learning. Alors, non, c'était du Monte Carlo. Deep Blue, c'était le nom de l'ordinateur, donc ça c'est IBM qui l'avait prêté, je ne sais pas pourquoi ils l'ont appelé Deep Blue. Non, je ne sais pas. DeepMind, c'est le nom de la société, ils sont appelés... comme c'est relativement récent comme boîte, mais non, je ne sais pas pourquoi ils l'ont appelé comme ça. En tout cas, c'est le nom de l'ordinateur qui, à l'époque, était vraiment quelque chose de gros, mais ça fait 20 ans, donc ça veut dire, aujourd'hui, ça va être l'équivalent de ce qu'il y a dans votre smartphone. C'est toujours pareil, c'est la loi de Moore, donc ce programme d'échecs, maintenant, il tourne sur votre smartphone pour jouer aux échecs. Et voilà, donc comment ça se passe? Donc là, par exemple, c'est pour le tic-tac-toe, enfin ça s'appelle le morpion en français. Tout le monde connaît le jeu. Donc là, par exemple, c'est un cas, ça s'appelle XKCD, c'est des comics en ligne sur plus ou moins reliés à la science. Là, ça vous montre une façon de représenter toutes les parties de morpion qu'on peut faire.
Et donc idéalement, une fois que quand vous avez fait un premier mouvement, par exemple vous mettez croix au milieu, vous allez voir qu'est-ce que je peux jouer, où est-ce que ça m'amène. Alors ça c'est un jeu qui est relativement, qui est le plus simple qu'on peut faire et qui se programme assez bien. Mais l'idée, encore une fois, c'est on déroule toute cette arbre et on va aller chercher la solution. Donc ça c'est amusant parce que si vous arrivez à programmer un jeu comme il faut de Morpion, vous pouvez reprendre ce même programme, le faire jouer aux dames, aux échecs, au go, il suffit juste d'adapter quelques petits trucs. Quand on fait ça, ce qui est assez troublant, c'est que, alors peut-être pas pour le Morpion, en tout cas pour le puissance 4, tout le monde connaît puissance 4. Donc ça, pour être programmé puissance 4, ça se programme allez, en 20 lignes, 20-30 lignes de Python par exemple, et votre programme va vous battre à peu près immédiatement. Donc c'est assez rigolo, on programme le truc et à la fin on se fait battre par le programme. Ça, pour vous montrer que c'est, en gros, c'est pas mystérieux. Alors tout ça quand même, tous ces résultats sur les jeux, ça marche bien parce que c'est ce qu'on appelle de l'IA symbolique. Donc je vous dis, historiquement, dès le début de l'IA, on a vraiment séparé le courant symbolique et le courant numérique pour faire court. Le courant symbolique, c'était de dire finalement le cerveau, c'est une machine à manipuler des symboles et il n'y a que ça qui importe. Donc si on arrive à faire des algos qui savent bien manipuler les symboles, en gros, on aura tombé le problème de l'intelligence. Et les autres ont dit, ouais, non, pas sûr, peut-être que c'est un peu plus compliqué que ça et qu'il faut passer par l'apprentissage. Bon, je vais revenir tout à l'heure, mais c'est un peu ce débat. Et notamment, en gros, l'intelligence symbolique, donc ça permet de faire pas mal de choses, mais en gros, ça ne va pas faire illusion bien longtemps. Vous vous rappelez du chatbot que je vous ai montré qui était assez convaincant? Donc là, c'est le même. Là, c'est le même, sauf que là, ce que je lui dis, c'est Odor. Vous connaissez Game of Thrones? Oui. Voilà. Donc là, je lui dis Odor. Et il dit, ouais, ça, en gros, où est-ce que tu habites? Odor. Est-ce que tu peux me dire un peu plus au sujet de ta vie dans Odor? Je lui dis encore Odor. Est-ce qu'on part toujours de Odor? Je lui dis Odor, c'est quoi ton... Enfin voilà, ça n'a ni queue ni tête. Donc forcément, c'est moi qui dis juste Odor. Mais en gros, ça c'est un chatbot. Il comprend, mais strictement rien à ce que vous lui dites. D'accord? Tout ce qu'il fait et tout ce qui a été fait avant, par exemple, là, quand il avait les réponses convaincantes, en fait, c'est comme c'est des réponses qui sont assez fréquentes, il y a des réponses qui sont préenregistrées juste pour donner la bonne réponse. Quand il n'y a pas ça, ce que ça va faire, il va reprendre un bout de votre phrase pour le réinjecter dans une question. Donc le programme originel en IA qui avait été fait, qui s'appelle ELISA, lui, il était censé mimer ce qu'on appelle un psychothérapeute rogérien. En gros, ça veut dire que c'est une psychothérapie où le but c'est de faire parler le patient et que ce ne soit pas le psychothérapeute qui parle. Ah ouais, c'est pratique. Donc qu'est-ce qu'il faisait? Il vous pose une question, comment ça va? Et vous dites, oh, je me sens moyen. Et il dit, ah bon, tu te sens moyen? Oui, parce que, je sais pas, moi, mon chat est malade. Ah bon, ton chat est malade? Enfin, moi, c'était pas... Mais en fait, ça marche très très bien si vous n'êtes pas prévenu. En gros, c'est vous qui faites la conversation. Et il suffit d'avoir le bon champ sémantique et ça va être convaincant si les gens ne sont pas prévenus. Alors, vous dites, oui, non, mais aujourd'hui, ça ne marcherait plus. Non, si, ça marche toujours très très bien. Il suffit d'avoir des gens qui ont envie de parler avec un vocabulaire très restreint. Alors, où est-ce qu'on va trouver ça? Par exemple, sur les sites de rencontres. Où on va avoir des sites de rencontres... ça peut être, on va dire, à peu près n'importe quoi comme site de rencontre, mais parce qu'il va y avoir une surpopulation masculine. Bon, c'est ce qui est arrivé, vous savez, il y a eu l'idée... les mots de passe qui ont été volés, c'était Madison, je ne sais plus quoi, un service d'infidélité, où ils disaient « Ah, on a 50% de femmes, 50% d'hommes », et une fois qu'ils ont eu tous les logins, ils se sont aperçus que non, c'était de l'ordre de 99% masculin et 1% féminin. Et pourtant, tout le monde parlait avec des femmes. Ce qu'il y a derrière, c'est des bots, et comme on connaît à peu près le champ lexical des conversations, qui ne va pas forcément aller très très loin, on peut entretenir les choses. Et donc ils ont fait des études, oui, les gens se laissent avoir, il suffit d'y croire. Et les autres chatbots, on va dire un peu plus honorables entre guillemets, c'est quand vous appelez EDF. Donc là on va demander, dites un mot pour dire c'est quoi le service, et à partir de ça, il va essayer de trouver la question. Donc après ça marche, on va dire, plus ou moins bien. Ça me fait rire parce que aussi maintenant, avec l'intelligence artificielle qui se développe,
on se retrouve à prouver à la machine que nous, on est humain, contrairement au programme. Donc vous reconnaissez les... Donc celui-là, c'est un classique, vous devez dire ce qui est écrit là. D'accord. Et en fait, le deuxième, là Google a été malin, le deuxième, en général, ça vient... Vous savez, ils ont scanné plein de livres. Et il y a des mots qu'ils n'arrivent pas à reconnaître. Donc il y en a un, le premier, il connaît sa solution. Il vous le demande de vérifier. Le deuxième, en fait, ils ne savent pas. Ils vous demandent de le lire et de leur donner aussi. Ils vont prendre 100 réponses pour le deuxième mot. Ils vont dire, ah ben, il y en a 90% qui ont dit que c'était tel mot. Merci, vous avez travaillé pour moi. Ça, c'est il y a quelques années. Aujourd'hui, voilà ce qu'ils font. Vous avez eu ça aussi comme CAPTCHA. Donc ça sert pour l'armée américaine, pour les drones. Donc quand vous remplissez ça, vous travaillez pour les drones. Donc ça, c'est les ingénieurs de Google ne sont pas très contents et on dit on veut pas cautionner ça, mais aujourd'hui, voilà, c'est ce qu'on a. Donc, sinon, vous avez des questions, on va dire, de bon sens. Donc ça, si un algo n'a pas la réponse quelque part, il ne saura pas répondre à la question. Bon, pour vous, c'est évident. Pour la machine, c'est extrêmement compliqué. Celle-là, j'ai trouvé, je soupçonne que si vous répondez, ils pensent que vous êtes une machine. Ou alors, c'est bon, il y a pas mal de profs de maths dans la salle, ou alors c'est vraiment un calcul trivial. Non, il n'y a rien de... On attend. Ouais, bon. Je pense que c'est un piège, il ne faut pas répondre. Ah voilà, donc ça c'est des... Bon, il faut prouver qu'on est humain. Alors pour la reconnaissance de visage, je vous ai dit qu'on reconnaît bien les visages, mais quand même ça, il y a quand même largement moyen encore de leurrer les programmes, et ça c'est aussi un gros problème. Alors à la fois pour la reconnaissance et à la fois pour les voitures autonomes, parce qu'en fait on peut hacker dans la vie réelle. Donc ça, vous voyez, quand vous prenez votre smartphone, vous voyez le cadre vert qui vous dit ah, là j'ai un visage. Si vous faites ça comme ça va bien se passer. Si vous maquillez comme ça, il ne vous voit plus. Alors pourquoi est-ce qu'il ne vous voit plus? Vous allez deviner, c'est à cause de ces maquillages. Donc ça va faire vraiment des contrastes qui fait que l'algo, en gros, va penser que vos yeux sont vachement plus bas, et ça va tout moisir l'algo, il ne va plus reconnaître de visage. Donc ça, c'est une technique simple, c'est vraiment basé sur les trucs de base, et en général, ça marche. Alors soit il y a des contre-mesures pour essayer de virer ça, mais voilà. Bon, après, il faut assumer le maquillage, mais en tout cas, ça permet de leurrer le système. De la même façon, ça c'est un truc qui m'a fait bien rire, c'est l'équipe de MIT qui avait fait ça. Vous pouvez acheter des lunettes en carton qui coûtent 2 cents, et vous prenez le visage, donc là c'est with a spoon, plus les lunettes, et l'IA pense que c'est Russell Crowe. Et en fait, vous pouvez faire des lunettes pour vous faire passer pour n'importe qui. Alors, comment ça marche? En gros, ils ont étudié l'algo, ils ont construit... En fait, là, il y a vraiment des filtres très spécifiques, enfin des images très spécifiques sur ces lunettes en carton, qui, encore une fois, vont leurrer l'algo de reconnaissance. Alors ça, c'est rigolo. Par contre, dans la vie réelle, ça peut l'être un peu moins, parce que de la même façon, par exemple, vous êtes en voiture autonome, il y a un panneau stop, vous pouvez aller changer, mettre un autocollant sur un panneau stop, et la voiture ne verra plus le panneau stop. Ou alors, elle pensera que c'est un panneau qui vous autorise à rouler à 200 km/h. C'est le genre de choses qu'on peut faire dans la vie réelle, et ça, pour le coup, c'est un gros problème on ne sait pas encore résoudre, parce que les chercheurs en IA n'ont pas pensé qu'il y aurait des cons pour aller faire ça. Mais ça peut se faire. Alors c'est quoi les problèmes qu'il y a derrière? C'est en gros, encore une fois, il n'y a pas vraiment de compréhension de ce qui est, en tout cas pour le deep learning, c'est vraiment des choses statistiques, donc c'est ce qu'on va faire tout à l'heure, vous allez voir, on va pas faire du deep learning, on n'aura pas le temps, mais on va faire du moyen learning. Vous verrez comment ça marche. Et pour revenir sur cette histoire de symboles et de non-compréhension, il y a un article qui est assez célèbre et sympa, qui s'appelle « Les éléphants ne jouent pas aux échecs ». Donc c'est un grand nom de l'IA qui s'appelle Rodney Brooks, il travaille en robotique, et son idée c'était de dire que non, le cerveau c'est pas une machine à manipuler les symboles comme pour jouer aux échecs, mais c'est vraiment en gros pour
pour essayer de survivre. Et on n'a pas besoin des symboles. Donc l'idée, c'est de dire, vous prenez un éléphant, effectivement, il ne joue pas aux échecs, il n'a pas besoin de représentations très élaborées, et pourtant, il va faire énormément de choses. Donc il est capable de se déplacer, de se nourrir, de se reproduire, de prendre soin des petits, et tout ça, il faut pouvoir l'expliquer. Et le problème qu'il y a en dessous, c'est ce qu'on appelle un des problèmes durs de l'IA, c'est comment ancrer les symboles dans la réalité. Ça, c'est un problème qu'on ne sait pas résoudre avec les algos, c'est sûr, mais même au niveau philosophique, on ne sait pas bien comment on peut le résoudre. L'idée, c'est de dire que comment est-ce que vous savez qu'un verre est un verre pour boire. L'idée, c'est de dire, vous le savez, parce que, en gros, vous pouvez vous en servir, vous pouvez l'attraper, mettre du liquide dedans et boire avec. C'est avec ça que la fonction du verre, que le symbole verre va désigner ce qu'est un verre. Donc en gros, l'idée, c'est qu'il vous faut un corps et qu'il faut faire l'expérience du monde pour vraiment comprendre ce qu'est un symbole. Donc en gros, ce que ça veut dire derrière, c'est que si vous faites des IA juste dans un ordinateur où il n'y a pas de corps, vous n'arriverez pas très loin. Parce que si vous voulez lui faire comprendre ce que c'est un verre, le vent, ou des concepts comme chaleur, etc., s'il n'y a pas de corps, c'est-à-dire qu'à un moment, il faut lui expliquer, donner une définition. Alors la chaleur, c'est ça. Et c'est pour ça que quand l'IA va vous parler de chaleur, en gros, elle va vous recracher la définition, parce qu'elle-même n'a aucun moyen d'en faire l'expérience. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, le défi en IA, c'est de jouer au football. Donc si dans les années 50, on va leur dire non, mais les joueurs d'échecs, on s'en fout, c'est pourri. Faites-nous un joueur de football et ils auraient pleuré, quoi. Mais aujourd'hui, le défi, c'est vraiment ça, c'est de faire un joueur de football, donc comme ça, c'est-à-dire des robots qui arrivent à tenir sur leurs pattes, qui arrivent à jouer de façon collective, qui arrivent éventuellement à interpréter ce que l'autre équipe veut faire. Ça, c'est des choses qui sont vraiment extrêmement compliquées à faire, parce qu'évidemment, il faut tout gérer en même temps. Alors pour la petite histoire, dans la coupe humanoïde, le champion du monde est dans le laboratoire à côté, et c'est vraiment des choses qui sont compliquées. Donc tous les 20 ans, ils nous disent, dans 20 ans, on fera la première coupe du monde contre les humains. Donc moi j'y étais en 96, il y a dit ouais, dans 20 ans on fait une coupe du monde contre les humains. Donc là en 2018, ils ont redit ouais, dans 20 ans, les 20 ans. Alors pour l'instant, je vais vous montrer pourquoi c'est pas crédible qu'il puisse jouer. L'autre problème, c'est que si un robot de 200 kg vous fait un tacle, il y a de bonnes chances qu'il vous arrache la jambe. Donc voilà, il y a aussi tous ces problèmes de... Ne rigolez pas, ça fait mal. Voilà, donc, bon alors c'est méchant, c'est tous les robots qui tombent, mais voilà où on en est. Donc ça c'est le défi de la DARPA. Alors évidemment c'est un film où c'est tous les échecs et aussi des réussites, hein. C'est pas du tout représentatif, mais il y a des choses qui sont assez... Il fait carrément des saltos maintenant. Voilà. Donc marcher, ce qui nous prend pas loin de 1 an chez l'humain, en fait c'est extrêmement compliqué. Donc, pour les robots, dès qu'ils vont tendre la main, ça provoque un déséquilibre au niveau du robot dont il faut prendre compte. Et si vous commencez, donc comme lui qui était en train de tourner, que vous tournez et que vous n'avez pas le truc, vous commencez à basculer. Donc tout ça, c'est vraiment des problèmes qui sont extrêmement compliqués. Donc lui, il pense avoir attrapé le truc et forcément, il... Donc voilà, il y a encore des progrès à faire, mais bon, encore une fois, c'est pas... Voilà, ça aussi, c'est extrêmement compliqué parce que ça, c'est un bug. Stack Overflow, voilà, donc il y a encore des choses à faire. Alors évidemment, il y a quand même des choses qui, je vous montrerai après, mais il y en a qui commencent à fonctionner. Donc voilà, en gros, si on veut si on veut comprendre un peu la cognition, l'IA, ce qu'on appelle l'IA générale, là je vous ai mis, ce qu'on va retrouver dans tout le règne animal, voilà, il faut prendre en compte tout ça et le faire en même temps. Et c'est là où ça devient carrément difficile, parce que donc il y a la perception, mémoire, action, décision, enfin voilà. Attention, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est un peu tout ça. C'est de la pub parce que je travaille en neurosciences computationnelles. Voilà, donc nous on essaie de comprendre à peu près comment fonctionne le cerveau sans forcément chercher la performance. Et je devance les questions parce que souvent j'ai ça. Et Terminator. Terminator, ouais, c'est pas pour tout de suite. Mais par contre, au niveau juste mécanique, donc vous
connaissez Boston Dynamics? Donc eux, ça commence à plutôt bien marcher. Il n'y a pas un gramme, a priori, il n'y a pas un gramme d'IA parce qu'ils ne communiquent pas trop. C'est plutôt des algos genre automatiques avec des solutions calculées. Par contre, ils les calculent excessivement bien et ça marche plutôt bien. Alors il y a des histoires parce que la dernière démonstration qu'ils ont faite avec le robot qui ouvre la porte, apparemment c'était quand même un peu scripté par derrière, donc les gens l'auraient un peu voulu. Par contre, ça, voilà, ça commence à plutôt bien fonctionner. Alors évidemment, eux, ils montrent toutes les fois où ça a bien marché. Vous avez une autre démo où le robot fait un salto, là, ce qui devient quand même aussi assez impressionnant. Ce qui est amusant, il y a eu aussi un autre film où, comme c'est aussi les ingénieurs, ils faisaient un robot et pour le tester, ils lui cassaient des bâtons, ils le poussaient comme ça, et en fait les gens ont vraiment été vraiment pas contents qu'on maltraite le robot. C'est bon, c'est un robot, quoi. Vous tapez dans votre voiture, personne ne dit rien normalement, mais là, pour les robots, il y a vraiment de l'anthropomorphie. Et après, voilà, la singularité. Donc la singularité, juste pour en dire un mot, c'est un concept qui date des années 60, qui a été repris par Ray Kurzweil, donc un des grands papes autour de l'IA, mais qui n'est pas forcément compétent, et qui vend la singularité. Donc c'est l'idée que l'IA va progresser de plus en plus, à un moment elle va être plus intelligente que nous, et c'est elle qui va faire les programmes, et elle va nous exterminer. Alors évidemment je caricature, mais grosso modo c'est ce qu'il raconte, et c'est basé sur à peu près rien. Donc non, voilà, il n'y a pas de singularité à l'horizon. Aujourd'hui, on sait faire des IA sur des problèmes très spécifiques, type Go, voiture autonome, ça on commence à savoir les résoudre. On n'a pas ce qu'on appelle l'intelligence artificielle générale, on en est vraiment loin. Et j'en profite de cette super citation de Gérard Berry, qui dit que de toute façon l'ordinateur est complètement con. Mais vraiment c'est ça, c'est les exemples que je vous ai montrés où ça n'a pas fonctionné, c'est parce que derrière il n'y a pas de compréhension, il n'y a pas de réflexion. Et la conscience. Donc là aussi, c'est un gros débat qu'il y a depuis à peu près le début entre ce qu'on appelle l'IA forte et l'IA faible. Aujourd'hui, on n'a pas de réponse. Il y a beaucoup de débats essentiellement entre philosophes pour savoir est-ce qu'on saura le faire ou pas. En tout cas, une chose qui est sûre, c'est qu'au minimum, il faudra un corps, donc c'est-à-dire un robot, pour vraiment faire l'expérience du monde. Sinon, de toute façon, il se passera rien. Et parce que là aussi, ça fait partie du mythe, on va dire, de la révolution des robots. Je crois que tu t'es tourné. Non, tu dis un corps est donc forcément un robot, mais le corps il peut prendre différentes formes. Et par exemple, avec les Smart City, tu peux imaginer que c'est une forme de corps et que tu puisses. Oui, c'est vrai, on pourrait. Oui. En gros, il faut des capteurs et des effecteurs de façon très générale, tu as raison. Ouais. Oui. Ouais, mais du coup, ça serait un robot, mais un robot vide, tu vois. C'est un robot comme on peut avoir un robot maison qui est composé. Non, mais c'est vrai que le robot, je pensais le corps, mais tu as raison, ça peut être un gros capteur, effecteur, ça dépend de. Ouais. Et voilà, ah oui, bon. Au cas où, pratique pour. C'est important, on ne sait jamais. On fait de la prévention aussi chez Naya. Est-ce que ça marche? Ouais. Mais j'ai pas de son, attendez 2 secondes. Ah. Peut-être le monter. Non. Là, ça, j'essaie. Non plus. Je sais pas si Bon, on va faire sans. peut-être tu vas être obligé de bruiter. Non, c'est un petit film qui raconte comment, en cas d'attaque de robot, quoi faire. Voilà. Comment est-ce qu'on peut s'en sortir? Accessoirement, si vous avez une révolution de tous les robots comme on nous le vend, en gros, ça va durer un quart d'heure. Pourquoi ça va durer un quart d'heure? Parce qu'aujourd'hui, un des gros problèmes qu'on a en robotique, c'est les batteries. Au bout d'un quart d'heure, vous n'avez plus de batterie, donc de toute façon, les robots, ils sont morts. Voilà, là, c'est tous les... donc là, à la fin, si vous tirez dans les caméras, si vous l'aveuglez, si vous... voilà, il y a plein de trucs à faire.
voulez l'éviter et que vous courez en ligne droite, bah, comme ils sont capables de prédire, comme n'importe quel arbre, de prédire où est-ce que vous allez aller, de prendre en compte le temps de trajet. Du coup, ce que vous devez faire, c'est courir de façon complètement erratique et vous aurez peut-être une chance de vous en sortir. Pas tout le temps. Bon, du coup, je vais peut-être... Non, vous voulez voir la fin ou... Oui, il n'y a pas de... Bah, si vous avez des questions... Oui, pareil, si vous allez dans l'eau, en général, les robots n'aiment pas trop, donc... Non, je pense que c'est resté. C'est une autre. Ah, détruire les robots. Donc ça, par contre, dans tous les labos où on fait de la robotique, il y a effectivement un bouton d'arrêt d'urgence en cas de problème. Nous, ça nous était arrivé qu'on avait c'était un robot circulaire, il pouvait tourner sur lui-même, on s'était demandé à quelle vitesse il peut tourner le plus rapidement possible, donc on a mis tout à fond et ça a été un peu la panique. Et le bouton était sur le robot, donc... Bon, c'est un peu gore. Bon, après, vous pourrez le trouver sur Internet avec les sons aussi, c'est rigolo. Ouais, puis je mettrai un lien pour l'ensemble. Oui, de toute façon, on vous mettra, la présentation. Tous les liens. Ouais. Donc évidemment, si vous tirez dans les joints, en général, c'est le mieux pour vous en sortir. Rappelez-vous ça, les joints, tirez dans les joints. Ou alors survivez un quart d'heure, après c'est bon. Voilà, bon, je vais arrêter là, j'ai beaucoup parlé en fait. Oui, les pistes à la fin. Oui, ouais, on vous a mis quelques... alors ça, c'est les bouquins. Alors celui-là, c'est en gros, c'est la Bible. Enfin, c'est mieux que la Bible, mais par contre, il fait 1200 pages, je crois, donc c'est un peu costaud. Ça doit être traduit en français. C'est assez complet, c'est mis à jour tous les ans, et c'est parmi vraiment les bouquins les plus cités. Celui-là, il est récent, de Ganassia, donc, qui est un chercheur vraiment connu en IA, et qui raconte vraiment ce mythe de la singularité. Ça, c'est une chercheuse par rapport à la robotique et aux émotions, et ça, c'est plus sur les algorithmes en général. En tout cas, si vous avez l'occasion, je vous les conseille, c'est plutôt bien. Alors celui-là, c'est plus pour aller chercher quelque chose de précis en termes de technique. Et en science-fiction, alors là, on en a mis que quelques-uns, mais il y en a moult. Donc il y a iRobot, on va dire c'est le classique. Là c'est Blade Runner pour faire court, donc c'est aussi un très bon classique. 2001, ne serait-ce que pour avoir Anne. Et là c'est peut-être quelques-uns qui sont moins connus. Donc celui-là, c'est les petites nouvelles qui sont très bien faites parce que ça date des années 95 et il touche vraiment juste au niveau de ce que pourrait être l'IA. C'est vraiment bien écrit. C'est une série, il y a 3 livres, il y en a un c'est axiomatique et les 2 autres j'ai oublié, mais à partir de celui-là vous aurez les 3 autres. Celui-là il est bien aussi sur les histoires de conscience, de ce que ça peut être, c'est vraiment très bien imaginé. Pareil c'est un roman mais c'est vraiment bien amené. Bon, malheureusement l'auteur est mort mais c'est bien. Et la justice de l'ancillaire, c'est vraiment on va dire, les mythes modernes autour de l'IA qui prend conscience, etc. Mais là, encore une fois, c'est plutôt bien raconté. Bon, c'est pas une histoire qu'on voit d'habitude, c'est vraiment bien fait. Et après, vous pouvez en trouver plein d'autres. Et si vous avez vous-même des références, on pourra les rajouter dans un document qu'on fera un jour. Quoi. Oui, qu'on a prévu de faire un petit livret avec des choses comme ça, et puis les activités qu'on va voir après. Il y a aussi le conte de Rodney Brooks à suivre. On parlait de Rodney Brooks tout à l'heure. Ah oui, ouais. Qui est aussi le créateur de Recent Robotics, Vanessa, que Vanessa de Génération Robot connaît bien, parce que c'est Sawyer, Baxter et tout ça. Et lui, il est très présent sur Twitter, et il a aussi un site internet. Et il a écrit notamment un article qui est passé dans Courrier International, qui à l'origine vient du MIT Review, et qui est passé dans Courrier International en novembre 2017, et qui est vachement bien pour déconstruire un peu les mythes autour de l'intelligence artificielle. C'est super intéressant. Et en parlant de ça, tant que j'ai pas, j'ai oublié de le mettre parce que j'ai lu hier soir, il y a un document de l'Académie des technologies qui est paru, ça va être hier, sur l'IA, et qui est plutôt... c'est en français. C'est pas trop gros par rapport... vous savez, il y a un rapport Villani qui fait 200 pages et qui est long. Ouais, barbant. Et celui de l'Académie des technologies, je crois qu'il fait une quarantaine de pages, mais c'est plutôt... il est bien structuré, bien écrit, et vous avez un bon panorama de toute l'IA. Donc, on pourra le mettre. Ouais, il faudra mettre le lien. Et si vous avez des
questions. Soit on va... Sinon, il y a à manger dehors, comme vous voulez. Enfin, j'espère. Non? Oui? Normalement, ils mettent à 15h. Il faut que tu meubles jusqu'à 15h. Ouais, une petite question. Il y a un ami, je ne l'ai pas lu, qui m'a parlé d'un bouquin qui s'appelle Le Code de la conscience, lequel, Ah, c'est 2N, ça, non? peut-être, je ne sais plus, Ouais. mais en tout cas, il explique qu'on pourra algorithmiser le cerveau, quasiment. Et donc, il arrive à la notion que la conscience pourrait être un algorithme, en fait, un ensemble d'algorithmes. Ouais, alors je pense que le code de la conscience c'est Stanislas Dehaene, donc il est apparu, c'est un nom extrêmement connu en neurosciences, je crois. Alors je suis étonné qu'ils disent que... Enfin en tout cas lui il a des théories sur ce que peut être la conscience et notamment ce qu'il appelle l'espace de travail, enfin c'est toutes des théories, mais on ne sait pas enfin c'est toujours on ne sait pas bien définir ce qu'est la conscience pour nous, et du coup on ne sait pas forcément on pourrait pas forcément la reconnaître chez l'autre, quoi. C'est un peu le... Enfin, je pense que c'est... Ouais, je suis étonné qu'il ait mis ça de façon aussi... Bon, c'est de deuxième main, donc je n'affirme rien. Mais... Parce qu'après, il y a un bouquin qui est assez connu, c'est Daniel Dennett, c'est La conscience expliquée. Donc, il y a plein de théories sur la conscience. Donc aujourd'hui, il y a des conférences qui sont dédiées à l'étude de la conscience de façon scientifique, notamment parce qu'on a l'imagerie cérébrale. Donc par exemple, ils s'en servent aujourd'hui pour essayer de détecter les patients qui sont dans un coma profond. Est-ce qu'on peut essayer de modifier leur état de conscience par des stimuli, des choses comme ça pour essayer de détecter des traces de conscience. Alors c'est pas la conscience au sens phénoménal qu'on a, mais de savoir si en gros il reste une vie intérieure. Donc là il y a beaucoup de recherches là-dessus. Question. Tout au début de votre exposé, là, vous avez demandé à Elisa la définition de l'intelligence artificielle. Mais est-ce qu'il y a une définition officielle? Est-ce qu'il y a une définition qui fait consensus dans le monde de la recherche sur l'intelligence artificielle? Enfin, je vais en parler après, je vais donner les définitions. Il y a en gros, on reprend les définitions, donc c'est Minsky qui date des années 60. Pour faire court, c'est tout ce qu'on ne sait pas, là où il n'y a pas d'algo satisfaisant, on n'a pas vraiment de solution, on va coller ça dans l'IA. Et en fait, tu as des choses qui vont rentrer et sortir, quoi. Dès que ça devient automatisé, on dit c'est plus de l'IA parce que maintenant on sait faire. Et tout ce qu'on ne sait pas vraiment faire. Donc la définition générale, c'est de dire, enfin, je vais le montrer après, mais c'est tout ce que l'homme sait faire où il faut un peu d'intelligence. En fait, c'est hyper vague. Parce qu'on ne sait pas vraiment définir l'intelligence, et encore une fois... Mais quand vous dites il n'y a pas d'algo, par exemple, si on prend des exemples assez connus, comme vous avez cité, où on montre des photos et puis on essaye de faire reconnaître un chat, un chien ou un objet sur la photo, il y a des algos maintenant avec, si on a suffisamment de données en entrée qui sont capables qui marchent pas trop mal, on va dire. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire, comme l'algo existe et qu'il permet de reconnaître un chat sur une photo, il fait pas partie de l'apprentissage, on est en prédiction. Est-ce que c'est encore de l'intelligence artificielle ou c'est plus d'intelligence artificielle, quoi? C'est là où il y a plein de trucs, par exemple le GPS au début, on sait ce qu'on va faire tout à l'heure, trouver son chemin. Au début c'est un problème difficile, et puis maintenant c'est un algo à peu près trivial, on n'appellerait pas ça de l'intelligence, alors qu'au début il fallait trouver ces algos et les mettre au point. Donc on disait voilà, c'est un champ de recherche parce qu'on ne sait pas faire, donc on va essayer de trouver comment le faire. Et une fois qu'on sait le faire, c'est vraiment automatisé. On s'aperçoit que éventuellement il y a même plus d'apprentissage. On ne considère plus que c'est vraiment intelligent parce que ça a été automatisé. Donc c'est comme par exemple si on fait du calcul, l'addition sur une calculatrice, il faut maîtriser l'addition. Donc pour les gamins, en gros c'est de l'intelligence, il faut maîtriser ce calcul, mais personne ne dirait qu'une calculatrice est intelligente. Pourtant, c'est là où on est toujours à la marge donc on sait faire du calcul, genre l'addition, et il n'y a pas un gramme d'intelligence dans l'algo. Les jeux d'échecs, on ne dirait pas que c'est de l'IA, aujourd'hui on va appeler ça de la recherche Monte Carlo dans des arbres. On va plutôt mettre le nom du sous-domaine auquel on s'attaque. Par contre, tous les sujets un peu chauds aujourd'hui, par exemple, la conduite autonome, là c'est un problème qui reste ouvert, qui reste énorme, où là il y a énormément de recherches.
où là on suppose qu'il faut quand même, enfin, c'est pas de l'intelligence, mais il y a tout un tas de choses à gérer, donc ça on va dire c'est de l'intelligence artificielle. Mais c'est vraiment, le problème c'est que c'est un terme générique qui recouvre quand même pas mal de choses. Donc ça on va le voir juste après la pause, et en gros il n'y a pas que le deep learning, il y a plein de choses, et des choses qui sont rentrées dans les smartphones. Je sais pas, vous avez le filtre de spam, il y a de l'apprentissage derrière, et qui vous voyez ce que c'est, pour enlever les spams de... Ça c'est des techniques d'IA, mais et d'apprentissage, est-ce qu'on va dire c'est de l'intelligence artificielle, le correcteur orthographique, c'est aussi l'IA, mais c'est pas... C'est tellement vieux maintenant, et bon, ça marche plus ou moins bien, mais... Parce que du coup, la définition, c'est pas une fuite en avant, où dès qu'on arrive à maîtriser quelque chose, on n'appelle plus ça de l'intelligence. Ouais, c'est un peu la malédiction de l'IA, c'est qu'une fois que ça a été automatisé, on n'appelle plus vraiment ça l'IA, parce qu'on sait le faire de façon automatique, donc il n'y a pas vraiment besoin d'intelligence, quoi. Donc l'autre mot qu'il y a derrière, sur lequel je vais revenir un peu, c'est ce qu'on appelle les heuristiques. C'est qu'au début, les algos, comme on ne sait pas trop, on va mettre on y va au petit doigt mouillé en disant oh, si je fais ça, peut-être que ça a bien marché. On l'essaye, ça marche, après on va trouver des preuves, et au fur et à mesure, on va avancer comme ça. Mais il y a plein de choses qui ont été faites en IA dans les années 60, qui aujourd'hui sont parfaitement intégrées, et on n'appelle plus ça de l'IA. Mais après, c'est dans la vie de tous les jours des chercheurs, ça n'a pas de grosse importance. Et pour compléter, avec Pierre-Yves Oudéhy, il y a pas longtemps, on a fait un glossaire comme ça de tous les termes, qu'on pourra vous passer d'ailleurs, qu'on est en train de finaliser, de tous les termes. Et quand on a travaillé sur le terme intelligence artificielle, on a mis plusieurs définitions. Et puis on se rend compte aujourd'hui, en fait, si on parle d'intelligence artificielle à peu près pour n'importe quel algorithme, on ne se trompe pas beaucoup. Parce que donc Pierre-Yves Oudéhy était arrivé à la conclusion qu'il n'y avait plus que ça pratiquement aujourd'hui. Donc c'est pas... La définition a évolué avec le temps, et puis ça regroupe, c'est pas quelque chose de parfaitement clair aujourd'hui. On dit parfois qu'il faut qu'il y ait de l'apprentissage. Donc alors, on va dire s'il y a de l'apprentissage, il y a du machine learning, etc. Alors il y a quand même un pan entier de l'IA où il n'y a pas d'apprentissage. Exactement. Et donc du coup, voilà, aujourd'hui c'est vachement dur à définir. Il y a plusieurs définitions, il n'y en a pas une qui peut, comme le disait Nicolas, il n'y en a pas une qui va être la définition universelle. Hein. Il y a des définitions qui sont proches mais qui ne sont pas satisfaisantes. Un exemple, vous connaissez comment ça s'appelle, non pas Chagall, le génie bleu, je sais pas quoi. En gros, en 10 questions, on vous retrouve n'importe quel objet. Donc ça, c'est des techniques d'IA, mais qui sont super liées, ça s'appelle les arts de décision. Et l'idée, c'est que vous avez un paquet de mots comme ça. La première question, on va prendre la question, ce qu'on appelle la question la plus discriminante, c'est-à-dire je vais essayer de couper mon paquet de mots en deux. Et à chaque fois, je recoupe en deux. Et comme ça, en 10 questions, vous avez éventuellement 2 puissance 10 mots, ce qui doit faire pas loin de 250 000 mots. En 10 questions, on peut trouver n'importe lequel. Quoi. En gros, c'est une recherche par... comment ça s'appelle ? Dichotomie, voilà. Donc ça, toute la question, c'est comment est-ce qu'on construit ce corpus, comment on pose des questions. Donc voilà, ça, il n'y a pas un gramme d'apprentissage. Personne dirait que c'est intelligent, et pourtant, quand vous montrez le programme, le programme en 10 questions vous trouve n'importe quel mot, on peut se dire que c'est intelligent, alors que derrière, a priori, il n'y a rien. Oui. Si on prend comme définition d'intelligence, capacité à résoudre un problème nouveau, est-ce que vous pensez que les recherches en intelligence artificielle s'orientent vers ce sens-là, ou est-ce que chaque équipe de chercheurs tricote son algo pour résoudre un problème spécifique, ou y a-t-il des équipes de chercheurs qui disent, qui donnent n'importe quel problème nouveau à mon algo, vous voyez, on va se débrouiller. Alors il y a des gens qui commencent à regarder. Aujourd'hui, le problème qu'on a, il y a plein de problèmes avec le deep learning, c'est que c'est pas très robuste. Donc si on change un peu les conditions initiales, tout ça marche plus trop. Et surtout, une fois qu'on a fait un apprentissage pour un problème, on ne sait pas le transférer à un autre problème. Donc là, le champion du monde de Go, tout l'apprentissage qui a été fait, il ne sert qu'à jouer au Go. Il ne peut rien faire d'autre. Même si je change un tout petit peu les règles, que je dis, tu joues sur du 20 par 20, enfin du 21 x 21, ça, en gros, tout ça va merder. Par contre, juste pour finir, il y a aujourd'hui des gens qui travaillent sur comment on transfère l'apprentissage d'un problème à un autre. Comment on a des algos un peu plus robustes, ou comment on peut gérer... il y a tout un tas de problèmes qui ne sont pas réellement nouveaux, mais qui sont difficiles, auxquels on ne pouvait pas s'attaquer avant, où les gens vont effectivement revenir dessus pour essayer de le faire tomber. En parlant de ça, la dernière intelligence qui en face, on peut résoudre le Go, les échecs et les échecs japonais avec le même algo.
fait, c'est 0, je sais plus quoi. Ouais, ouais, Il apprend ouais. les 3 juste à partir de la règle du jeu. Oui. C'est le même algo. Mais oui, parce qu'on lui donne les règles et c'est... Enfin oui, c'est vrai que c'est ce qu'ils ont vendu. Mais il ne pourrait pas apprendre à jouer à la bataille, par exemple. alors peut-être que si, mais en fait c'est une façon... Si on ne connaît pas les règles... Tous ces jeux, ce qu'on appelle les jeux à somme nulle, donc tout ce qui a changé, c'est effectivement les règles, et le reste, on fait jouer, on fait jouer deux IA l'une contre l'autre, et en gros, celle qui gagne, on la garde, l'autre, on la dégage, et on garde les paramètres de celle-là, on retire des paramètres à partir de celle-là, on la fait rejouer, et comme ça, on peut aller... Et ce qui se passe, c'est que ces algos vont faire des millions et des millions de parties par seconde, peut-être. Et ouais, au bout d'un moment, ils commencent à devenir assez bons. Alors dans la même série, il y a un site qui s'appelle, c'est OpenAI. Et là, là où c'est rigolo, c'est tous les jeux sur les Atari 2600. On fait apprendre, on dit aux IA de jouer à ces jeux. Et là, c'est des jeux à partir de joystick, de graphiques à l'écran. Et ça peut apprendre, c'est extrêmement long. Et encore une fois, l'apprentissage n'est vraiment pas robuste pour un sou. C'est bon, il y a à manger? Oui, j'ai vérifié. C'est bon, Il y a du café. Ouais, il y a du café, des trucs à manger, puis après on passe dans la phase plus... Ouais, après vous bossez. C'est vous qui allez travailler après. Ceux qui veulent partir, ils peuvent encore. Non, c'est chaud. Ça va? Ouais, nickel. Écoute, très clair.